La boxe a recroisé mon chemin et je dis souvent que c'est elle qui m'a choisi. Je pense qu'intrinsèquement, j'avais besoin de donner des coups pour plus les recevoir. Être sportif de haut niveau, c'est un combat permanent avec la performance et soi-même. Je suis 12 fois championne du monde de boxe anglaise, boxe française. Sortir de son corps, sortir de son âme, aller dépasser ses limites, voir ce qu'il y avait ailleurs et d'invisible en fait. C'est de me dire voilà, toutes ces heures d'entraînement, toutes ces semaines, tous ces mois, toutes ces années d'entraînement pour arriver à ce résultat. C'est un combat constant et en fait on relâche jamais la pression pour être toujours entre guillemets à peu près prêt pour le prochain combat, pour le prochain match, pour la prochaine course, pour la prochaine épreuve. Psychologiquement, ça nous maintient toujours dans le combat. Vous écoutez La Combinaison, le podcast qui part à la rencontre de personnes exceptionnelles qui ont réussi dans leur domaine. Sommes-nous tous égaux face à la réussite ? Quel est le making-of ? La combinaison d'éléments, de rencontres, de succès ou peut-être d'échecs qui ont porté des personnes ordinaires à devenir des entrepreneurs d'exception, des sportifs de haut niveau, des écrivains de renom ou des artistes qui rencontrent le succès. Je suis Frédéric Azoulay, un passionné de podcast depuis plusieurs années et dirigeant d'une entreprise Papéo.fr, une imprimerie en ligne réactive pour les professionnels et les revendeurs. D'ailleurs, si vous écoutez cet épisode jusqu'à la fin, je vous offre un code promo pour commander sur notre site. Ces parcours de vie me passionnent, me fascinent et je me suis toujours demandé ce qui faisait la réussite d'une personne. Je sillonne la France pour tenter de répondre à ces questions en rencontrant ces personnalités incroyables. Tous les 9 jours, je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui, j'espère, vous inspireront autant que moi. Bonne écoute. Salut Myriam. Salut Frédéric. Alors, je suis très content qu'on se rencontre grâce à notre amie commune, Céline Chéa, qu'on embrasse. Oui, très fort. Ouais. Tu as été 12 fois championne du monde de boxe. De boxe anglaise et boxe française. Voilà. Tu as un palmarès incroyable. J'ai noté 123 combats, 6 défaites à peine. Nous allons parler ensemble de ton parcours et de comprendre la combinaison d'éléments qui t'ont amené là où tu es. Mais avant tout, Myriam, je voudrais que tu me parles un peu de toi. Je suis une enfant issue d'une famille de 4 enfants. Je suis née à Saint-Denis. Et j'ai grandi en partie à Pierrefitte. Ensuite, à l'âge de 5 ans, on a déménagé à Aubervilliers, où j'ai fait une grande partie de ma jeunesse, jusqu'à l'âge de 18 ans. Ensuite, j'ai atterri à Paris. Mais j'avais déjà commencé le sport très tôt. Alors, je le raconte souvent parce que c'est important pour des gens qui nous écoutent. Moi, j'ai su ce que j'ai voulu faire, j'avais 4 ans. Ah oui. J'étais à la piscine avec l'école et quand je suis arrivée dans l'eau, au premier cours de natation, j'ai dit je sais ce que je veux faire, je veux être une grande sportive. J'ai eu la chance en fait en rentrant dans le bassin de voir 2 sœurs nager, compétitrices, et ça a éveillé chez moi la passion, vraiment la passion du sport et je crois de la compétition en même temps. Mais au début, natation. Alors au début, c'était natation. Je voulais vraiment faire de la natation et être une grande championne de natation. Alors, est-ce que c'est parce que j'avais seulement, à mon âge, découvert ce sport ou parce que l'eau est vraiment aussi, encore aujourd'hui, mon élément? Quand j'ai grandi, ma famille n'ayant pas les moyens de m'inscrire, parce qu'à l'époque, c'était un des sports bourges, la natation. Ma famille n'avait pas les moyens, donc on pratiquait beaucoup les sports à l'école, en centre de loisirs, en colonie. J'étais pas vraiment dans un club jusqu'à l'âge de 14 ans où j'ai eu, par l'intermédiaire d'une copine d'école, l'opportunité d'intégrer un club d'athlétisme qui s'appelle le CMA. Donc je salue l'entraîneur qui est un peu un père spirituel pour moi, qui s'appelle Michel Buton, et un père spirituel d'ailleurs pour beaucoup de filles, plus que 30 ans après on est encore en contact régulièrement et on se donne des nouvelles. J'ai même des copines du club où j'étais à Aubervilliers qui sont aujourd'hui profs à Marseille
Et donc, elles ont eu aussi l'occasion de venir déjeuner dans ma brasserie. C'est juste extraordinaire de pouvoir garder ces contacts après tant d'années. Natation, alors je relève 2 choses. Donc natation, tu vas m'expliquer pourquoi tu es passé après à l'athlétisme et après à la boxe. Mais tu dis, je voulais être championne. La plupart du temps, les gens font du sport parce que ça leur plaît, parce qu'ils ont envie peut-être même d'évoluer. Au tennis, tu peux être classé, etc. Mais d'être champion, t'étais programmé en fait. En fait, pourquoi je me suis dit ça ? C'est la sensation de dépassement, tout simplement. C'est j'ai pas dit, c'est pas à 5 ans je me suis dit je vais être une championne, c'est à 8 ans. Quand j'ai vu la finale de Carl Lewis, du 100 mètres de Carl Lewis, j'ai hurlé, je me suis levée, j'étais avec ma mère à la maison et j'ai dit c'est ça que je veux faire les Jeux Olympiques. Et mais la première fois que je me suis dit oui, je veux faire du sport, mais voilà à intensité très élevée, c'était le dépassement avant tout, c'était le dépassement de soi. Je crois que c'était vraiment sortir de son corps, sortir de son âme, aller dépasser ses limites, voir ce qu'il y avait ailleurs et d'invisible en fait. Et je pense que c'est. Oui, mais ça, je le comprends. Du haut de ton âge aujourd'hui, de ta maturité. Tu remarques que je précise pas, hein, donc dis pas pour une femme. Mais à 8 ans, tu te dis, je vais être en haut, une médaille. Je pense que c'est mon parcours de vie, c'est ma personnalité, c'est mon caractère. Qui fait que je me suis spontanément, et ça c'est à son importance capitale, c'est que c'est la spontanéité, et là on peut parler vraiment de vocation. C'est intrinsèque, c'est du ressenti, c'est pas du réfléchi, c'est de la spontanéité. Et moi c'est ce que mon âme et mon corps avaient besoin de dire et de ressentir. J'ai d'ailleurs toujours 14 records de club, cadette, junior. En natation. Au CMA, en athlétisme. En athlétisme. En athlétisme. Donc après, t'as switché sur l'athlétisme ? J'ai pas fait de natation. J'en ai fait au niveau scolaire, j'en ai fait au niveau loisir, mais j'ai jamais pu faire de natation. J'en fais parce que ça maintenant. Coûtait trop cher. J'en fais tout le temps parce que j'ai pris des cours. Ça m'a beaucoup aidé pour l'asthme d'ailleurs, parce que j'ai déclenché un asthme à la mort de maman. C'est juste un sport extraordinaire. Le sport de manière générale est juste extraordinaire, mais c'est même parfois difficile de parler des sensations qu'on peut avoir quand on le pratique, quoi. Mais donc j'ai intégré le club d'athlétisme parce que j'avais pas d'argent à sortir, que le club était pas municipal, mais l'entraîneur a vu que j'avais du potentiel et on m'a accueilli à bras ouverts 6 ans. Une famille modeste. Oui, bien sûr. Ouais. Et j'en suis fière parce que avec ce que j'ai parcouru, ce que j'ai fait, je me dis waouh, t'as pas eu beaucoup de moyens. Il y a pire, hein. Il y a pire. Et je suis très fière des gens qui quittent leur pays pour aller suivre des études à l'étranger alors que les familles n'ont rien et qui finissent avec des métiers juste extraordinaires. Voilà, ça me rappelle ça au quotidien. Alors, du 400 mètres c'était ta spécialité, il me semble. Oui, à 19 ans, c'était ma spécialité, oui. J'ai fini finaliste des championnats de France junior, FFA. Et ensuite, la boxe a recroisé mon chemin et je dis souvent que c'est elle qui m'a choisi. Ça aussi, c'est une question que je me pose. C'est qu'à un moment, tu fais des championnats. Tu vas assez loin quand même dans l'AE. Le processus, oui, ouais. oui, c'est vrai. Et qu'est-ce qui fait que tu switches pourquoi peut-être la boxe, ça t'a plu, en fait, c'est un sport qui t'a plus plu. Non, on choisit rien. À mon âge, on choisit rien. C'est le parcours de vie qui fait que vous allez vers telle personne, tel sport, telle activité, vous choisissez telle voie. C'est vraiment votre parcours de vie qui fait que. Et moi, j'ai eu une enfance isolée avec une mère seule, 3 enfants, un petit frère en institut médicalisé. Donc on a eu une vie, je dirais, pas facile.
Je vais pas envie de me larmoyer parce que c'est pas du tout mon style. Et je dis souvent aussi, il y a pire. Mais on n'a pas eu une enfance facile. C'est pas. J'ai un père qui est parti, j'avais 4 ans. Voilà. Et pourquoi la boxe alors ? C'est clairement elle qui m'a choisi. Je pense qu'intrinsèquement, j'avais besoin de donner des coups pour plus les recevoir. C'est juste ça. Et que ça a été mon leitmotiv pendant plus de 20 ans. Et c'est très paradoxal, hein, parce que donner les coups pour plus les recevoir, en fait, on en reçoit, mais ça a une connotation complètement différente à l'intérieur de nous. Quand tu dis la boxe m'a attrapé ou C'est elle parce qui que m'a choisi. tu te battais ? Oui, je me suis battue. Oui. Ah oui, je me suis même parfois bien vengée sur. Et donc à un moment tu t'es dit, il faudrait que je fasse de la boxe pour canaliser ce truc-là ou pas du tout. Non, absolument c'est pas pour un sport de combat. Complètement spontané. D'accord. Tous mes parcours, tous mes choix en fait, tous mes choix ont été régulés par des rencontres humaines. C'est l'athlétisme, c'est une copine qui m'a emmenée au club. Et donc voilà, j'y suis restée 6 ans. J'ai trouvé une seconde famille qui était très équilibrante pour moi. Et ensuite, la boxe, c'est un mannequin entraîneur qui sortait d'une rue, la rue Notre-Dame de Nazareth dans le 9e à Paris. Et en fait, on s'est rentré dedans complètement. Moi, j'allais dans la rue et on a éclaté de rire. Et puis, on a fini par boire un verre. Et la semaine suivante, je faisais mon premier cours d'essai de full contact chez lui. Et j'ai plus jamais arrêté la boxe. Tu te souviens la première fois où je suis passée bien évidemment par le pied-point, donc le full, le kick, ensuite la BF et ensuite boxe française. Ouais. Tu te souviens la première fois où tu as mis les gants ? La sensation ? La première fois que j'ai mis les gants, c'était sur un sac. Et la sensation, elle était indescriptible. Indescriptible, c'était juste... Après, voilà, malheureusement, on se nourrit pas de regrets. Je regrette de ne pas être restée à l'âge de 15 ans dans la salle de boxe de Saïd Benagem, qui a été aussi mon entraîneur des années après, et qui est aussi un grand champion et un homme humainement extraordinaire. Et quand le président vient me voir et qu'il me dit « Myriam, il faudra prendre ta licence et ta carte », et il fallait donner des sous et j'en avais pas, on n'en avait pas. J'avais des baskets trouées aux doigts de pied, un survêt déchiré. On n'avait pas les moyens de payer un club à 200-300 balles à cette époque-là. Donc je suis retournée à l'athlé et j'ai continué jusqu'à l'âge de 19 ans. Et après, on m'a ouvert les portes d'une salle de boxe et j'ai pu. Là, à ce moment-là, je travaillais, j'avais les moyens de pouvoir m'offrir ce que je voulais. Alors tu commences par ce qu'on appelle le BBP, boxe, c'est boxe pied-point, c'est ça ? Oui. Et ensuite tu passes à la boxe américaine, c'est ça ? Je passe passe à la boxe au full contact. Ouais. Je continue avec le kick avec Jean-Jacques Desplan qui était champion d'Europe. Et ensuite, arrivé en Martinique, où j'ai passé 3 ans, je découvre avec Atman Miloudi, la boxe française, et Rudy Alexandre, bien évidemment, en Martinique. Et j'ai fait un très beau parcours en très peu de temps avec eux, mais je m'entraînais comme une tarée. En fait, je suis arrivée en Martinique, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Je continue l'athlétisme ou je continue la boxe ? Parce que j'avais continué les deux en alternance. Je continuais les deux. À 18-19 ans, je faisais les deux. Et j'ai dit non, il fait trop chaud, je continue la boxe. Mais alors, si tu peux rappeler... Et en Martinique, j'ai fait l'ABF, le kick, la taille... Justement, est-ce que tu peux rappeler les différences, pour ceux qui ne connaissent pas, entre le kick, le full, etc. Le kickboxing, vous avez des chaussons aux pieds et vous pouvez frapper avec l'angle du tibia-pied. Vous avez pour les règles du K1 droit au genou, ça dépend, les règles changent avec chaque combat. C'est du genou à la tête. C'est un accord. On peut aller du genou à la tête. Oui, c'est du genou du pied à la tête. Du pied à la tête. Ouais, du pied à la tête. Ensuite, en full contact, vous avez uniquement droit au cou au-dessus de la ceinture.
avec un chausson et un pantalon de manière générale. Avec la BF, vous êtes en combinaison. Boxe française. Avec la boxe française, vous êtes en combinaison chausson. Et là, vous devez exclusivement frapper qu'avec l'angle du pied pied-tibia, en fait. Le pied, angle pied-tibia. Vous n'avez pas le droit au genou, mais vous pouvez. Toutes les surfaces de frappe de face sont autorisées des pieds à la tête. Et après, vous avez l'anglaise qui est exclusivement... Celle qu'on connaît, de Rocky. Les points. Voilà, celle où on me connaît le plus. Ouais. Pourquoi tu pars en Martinique ? En fait, j'avais besoin de me sauver avec une enfance un peu difficile, avec une structure familiale délicate. Je travaillais, mais j'avais toujours le poids de cette famille à porter. Donc, j'ai décidé inconsciemment, bien évidemment. Je pense que à ce moment-là, je l'avais pas réfléchi comme ça, de partir loin pour me consacrer à moi. Donc j'ai fait 3 ans là-bas, mais ma famille me manquait énormément. Donc je revenais régulièrement. Mais tu vivais de quoi là-bas ? À Paris. J'étais assistante de direction. Je gérais un délivrance. C'est local, antillais, et c'est comme un peu les brioches dorées ici. D'accord. C'était une grosse équipe puisqu'on avait quand même 9 personnes qui travaillaient là-bas. Et ensuite, quand je suis devenue vice-championne de France, la Fédération française de boxe française m'a proposé de passer mon brevet d'état d'éducateur sportif, chose que bien évidemment j'ai accepté, de reprendre mes études, et je suis venue au Crêpes de Toulouse pendant 1 année. Mais quand tu bosses à côté pour manger, alors c'est pas je bosse à côté, c'est je boxe, je travaille et je boxe à côté. Voilà, justement, c'était ma question. Ça représente quoi en amateur quand tu bosses à côté? Tu boxes combien de temps c'est 2 heures par jour? 2 heures par jour. Par semaine. Ouais. 2 heures par jour, 6 jours par semaine, mais je boxe pas 6 jours par semaine. Il y a aussi la préparation physique à prendre en considération, donc c'était très certainement 2 entraînements de prépa physique par semaine et le reste boxe. D'accord. Mais je suis un bourreau de travail en fait, c'est pour ça j'ai pas spécialement entre guillemets de talent, mais je travaille tellement que ma détermination et mon abnégation s'en ressentent sur le ring. Tu veux dire grosso modo que t'as pas de talent, tu compenses par le travail, mais quelque part t'en as parce que non, je pense que oui, non, je pense que mais comparé à d'autres, je pense que j'en ai, mais comparé à d'autres, moi j'ai quand même commencé la boxe vraiment de manière intensive tard. J'avais 19 ans pour une carrière professionnelle, c'est quand même j'ai beaucoup de chance, je le dois à mon travail certes et mon parcours de vie, mais j'ai beaucoup de chance d'en être arrivé là. En ayant commencé. Alors j'imagine si j'avais commencé plus tôt, je me dis ça, je suis positive, mais j'ai beaucoup de chance quand même d'avoir ce palmarès en ayant commencé à l'âge de 19 ans. Ce qui m'a beaucoup aidé en fait, c'est d'avoir un physique hors norme avec l'athlétisme que j'avais construit durant 5 ans. Où j'ai subi pas mal de blessures parce que j'avais un corps très tonique et dynamique et la croissance ne suivait pas en fait, donc j'ai dû quand même arrêter 6 mois à l'âge de 15 ans l'athlé parce que j'avais des os Gutschlatter, des blessures d'adolescent qui ont fait que j'ai pas pu continuer l'athlétisme l'autre partie de l'année. Et après l'idée c'était de devenir une championne par n'importe quel moyen et de vivre de ce que j'aimais. Tu quittes la Martinique pour Marseille, c'est ça ? Je quitte la Martinique pour Toulouse. Où tu passais 1 an ? 1 année, quasiment 1 année. J'ai fait 11 mois exactement. 1 année pour mon brevet d'état. Option boxe française. Et là, il y a en fait des choses extraordinaires qui se passent. Moi, c'était une revanche par rapport à mes études, à l'échec de mes études. Donc j'obtiens mon brevet d'état. Ça, pour moi, je souffle quoi. Je suis contente parce que je voulais être prof d'éducation physique. Bon, depuis toute petite aussi, je voulais être prof d'éducation physique parce que j'avais d'excellents résultats en fait en sport et pas que j'étais mauvaise à l'école, pas du tout. J'adorais l'école.
Mais voilà, je dis ça allait en corrélation avec sport et engagement et ce que je voyais des profs en fait à l'école, ça me plaisait bien. Ensuite, Marseille. Alors, quand j'ai eu mon diplôme, oui, je suis partie à Marseille par amour et ça fait 22 ans. Pourquoi la ville de Marseille, t'as pu ? J'ai rencontré quelqu'un qui était de Marseille et ensuite j'ai dit moi je ne veux pas de toute façon retourner à Paris parce que c'est pas du tout fait pour moi. J'avais besoin de nature, d'être proche de la nature. Marseille, j'ai toujours dit, c'est un super compromis pour entre la nature et la grande ville. Tu trouves un entraîneur direct ? Oui, j'ai trouvé un entraîneur direct. C'est l'entraîneur avec qui j'ai fait. Ce que j'ai oublié de dire en fait sur Toulouse, c'est que c'est là que j'ai commencé l'anglaise. Voilà, j'allais te poser la question. Donc c'est très important. Donc je suis arrivée à Toulouse pour mes études, mais c'est là que j'ai commencé l'anglaise. En fait, en BF, on n'avait pas beaucoup de compétitions et j'avais une lacune, c'était la liaison point-pied, pied-point, où il y avait un manque de fluidité entre les pieds et les poings, manque d'automatisme. Donc j'ai dit, je vais aller en club, comme on n'a pas beaucoup de compètes, je vais aller en club pendant une année de boxe anglaise et je vais progresser en anglaise pour être plus à l'aise en pied-point, point-pied. Et je rencontre un super entraîneur, Philippe Mataille, qui nous prend volontiers avec ma copine Audrey, à l'époque avec qui j'étais au Krebs, et on faisait de l'ABF toutes les deux. L'anglaise démarre, on s'éclate, vraiment, on prend énormément de plaisir, en plus de le transvaser sur l'ABF. C'est vraiment super intéressant. Et au bout de 3 mois d'entraînement, Philippe nous propose les premiers critériums nationaux de boxe anglaise féminine. Et il nous demande si on veut les faire. Moi, je dis oui tout de suite. On est 2 avec Audrey. On dit oui tout de suite. Il avait 2 nanas. C'était juste énorme, quoi. Et on a découvert qu'il y avait quand même des filles qui pratiquaient déjà l'anglaise depuis un moment, sans faire de compétition. Et donc, ce premier critérium national, il se passe très très bien, puisque je gagne les 2 ou 3 combats par KO direct. Je sais plus si j'en ai fait 2 ou 3, mais 2 avant la limite, c'est sûr. Et ça va très très vite. Il y a création d'équipe de France, première Coupe d'Europe, et entre-temps, je pars à Marseille. Quand j'arrive à Marseille, je découvre. Donc, on me présente. Quand j'arrive à Marseille, on me présente Louis Lavallie, qui a un gros club à Marseille, et ça match tout de suite. Pour moi, ça match tout de suite. Pour lui, non. Mais pour lui, non. Mais je l'ai pas ressenti, en fait. On a fait la première leçon avec Louis Lavallie, et il a senti que j'avais une force un peu différente de peut-être des filles. Je crois qu'il avait jamais d'ailleurs entraîné de filles. C'est ce qui l'a surpris, c'est qu'il me dit des années après, il m'a dit mais t'avais une force de mec. Voilà. Et puis il a eu la curiosité en fait d'aller chaque jour un petit peu plus loin avec moi. Et il s'est découvert. Et il me le dit très souvent. Il me dit je me suis découvert à travers toi avec les femmes. J'étais un gros macho, il l'est toujours un peu bien évidemment, à 67 ans on change pas, mais il s'est réconcilié avec la gente féminine, vraiment il a gagné beaucoup de respect, d'attention, d'écoute, ça a été un apprentissage pendant 15 ans pour lui. Au niveau de la boxe anglaise, on pourrait croire au début que finalement c'est presque plus simple, c'est-à-dire que en fait tu lèves les contraintes de pied, tu lèves tout ça, mais explique-moi pourquoi on appelle ça, pourquoi c'est comme la F1 pour le sport automobile, pourquoi la boxe anglaise c'est ce qu'on appelle le noble art, pourquoi c'est aussi c'est quoi, c'est parce que c'est tactique, c'est technique, c'est plus
Pourquoi elle se distingue des autres box? Alors, dans toutes les box, je dirais que toutes les box sont nobles, sauf qu'en anglaise, c'est un petit peu plus, c'est beaucoup plus flagrant. Plus vous avez que 2 segments et que ça va très vite et que les coups sont vraiment démultipliés sur une très petite surface du corps. Et alors, on appelle ça le noblard, je pense, par le fait que ça engage 2 choses très importantes chez l'être humain. Ça engage sa fierté et ça engage son ego. Et pour pouvoir monter sur un ring, il faut faire preuve d'un courage immense. Voilà. Comparé à la masse de la population, vous avez très peu de gens qui sont déjà montés sur un ring. Et il faut être extrêmement courageux pour accepter que l'on peut recevoir un coup et en redonner aussi. Oui, mais ça derrière. c'est partout, c'est dans tous les sports de boxe. Oui, tout à fait. Sauf que là, vous avez je vous dis, vous avez une crainte supplémentaire et une notion de danger beaucoup plus importante. Parce que le cerveau, le visage est frappé je ne sais pas combien de fois de plus par rapport à la boxe pied-point, par rapport à n'importe quelle boxe pied-point. Vous pouvez vous protéger. Un pied, on le voit plus facilement arriver. C'est extrêmement dangereux. Hein. Je ne dis pas que au contraire. Alors, c'est peut-être un peu bidon ma question, mais est-ce que quand tu te prends un coup de pied dans la tête, c'est moins dangereux, ça fera non, pas du tout, c'est aussi même dangereux. Plus dangereux. Prendre un coup de pied dans la tête, vous avez le poids du corps qui est beaucoup plus lourd qu'un poing, sauf que on en prend moins. La grosse notion qui est différente avec le pied-point, c'est qu'on est beaucoup moins touché au visage qu'avec l'anglaise et visage et corps, quoi. Après, appeler la boxe anglaise le noblard, c'est une discipline qui a été cinématographiée. Les plus beaux films de l'histoire sont souvent des films où on parle de boxe, avec des scénarios juste de vie et de films extraordinaires. Mais en même temps, c'est quasiment dans les sports de combat, le seul sport, l'anglaise, qui a fait des célébrités, quoi. Les Marciano, les Mohamed Ali, c'est des célébrités, au même titre que tu dirais un Senna, ou c'est des voilà. C'est pas, on peut pas, c'est quand même, ça reste quand même 2 mondes différents. Vous avez les boxeurs de pied-point admirent énormément les boxeurs d'anglaise. Parce que on fait la différence quand on va boxer, on est boxeur de pied-point et on va faire de l'anglaise, on va s'entraîner pour faire de l'anglaise. On comprend pourquoi on ne fait pas de l'anglaise. D'accord. Il y a quand même une grosse notion et je l'ai vérifié très longtemps. Les boxeurs de pied-point ont quand même relativement peur et ne sont pas plus habitués que ça à prendre des coups dans le visage. Alors, je voudrais qu'on parle de ton physique. Je l'ai lu. Alors, le voir, non, parce que t'es pas finalement un gabarit qui est extraordinaire. Je sais pas, dans le... On va dire que depuis ma retraite, cela fait 6 ans quand même, j'ai beaucoup Mais évolué. tu boxais en poids léger. En super léger. En super léger. Oui, moins de 63. De toute façon, t'étais une gazelle à un moment, il fallait, de toute façon. En BF, moins de 60. D'accord. J'ai lu que tu avais alors, je ne sais même pas ce que c'est, je te l'ai dit tout à l'heure, un VO2 max hors norme. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'avais un VO2 max à 18, ce qui est énorme pour un athlète. Vas-y, ce que c'est ? C'est la capacité pulmonaire, en fait, de pouvoir résister à l'effort avec de l'oxygène. Donc, à partir du moment où vous rentrez en dette d'oxygène, votre VMA s'arrête. Enfin, elle ne s'arrête pas, mais vous rentrez en dette d'oxygène. Et moi, le seuil était à 18. Mais c'est celui d'une marathonienne de bon niveau. Rien à voir avec l'apnée, par exemple ou Si, aussi, oui. Aussi. Alors là, on parle d'autre chose. Là, on parle vraiment de résistance à la dette d'oxygène, justement, où
on repousse les limites de sa capacité pulmonaire. Et il y a aussi un phénomène biologique et physique, c'est que plus on va dans la profondeur et plus nos poumons sont compressés. Donc là, il y a un travail essentiellement psychologique. Quand tu frappes, tu gagnes évidemment, mais tu t'es en apnée ? Pas du tout. Tu Absolument respires pas. quand, Au contraire, alors on expulse en frappant. D'accord. C'est vraiment le meilleur. Alors, à l'inverse. Tout le monde, ça s'apprend. À l'inverse, non, ça s'apprend. On Ça apprend s'apprend. à respirer. Vous savez, 90% des êtres humains sur Terre ne savent pas respirer. Avec les événements de la vie, ils oublient de respirer alors que c'est l'essentiel. On va le voir tout à l'heure dans les combats, on va décrire un combat, mais qu'est-ce qui fatigue quand tu vois, par exemple, un combat où le gars est mort à la fin, quoi, crevé. Mort de quoi. fatigue. Mort de fatigue. Oui. Qu'est-ce qui fatigue ? C'est bien de le préciser. Ouais, c'est vrai. Ils sont épuisés. Qu'est-ce qui fatigue ? C'est frapper, c'est prendre des coups, sautiller. Le psychologique est fatigant. Non, c'est un tout. C'est les coups que vous prenez en fonction des surfaces du corps. Vous pouvez être KO debout. Vous pouvez être piqué au foie. Donc là, c'est de la toxicité. Et la fatigue, la condition physique qui rentre en jeu inévitablement. Parce que je te vois, toi, particulièrement sur tes combats, t'as un ressort. Tu bouges beaucoup. Une machine, oui. Tu sautes beaucoup, tu sautilles beaucoup, ouais. Ouais, enfin, je sautille, je bouge, ouais. Moi, j'ai appris la boxe en contre-attaque. Ne pas prendre les coups et les donner. C'est la spécialité de Louis Lavallie. Ne pas prendre les coups et les donner. D'accord. Ouais. Pour donner un coup, il faut savoir le donner. Ah oui, quand même. Si vous donnez un coup et que vous ne savez pas le donner, vous vous faites mal. Ouais, mais pour la personne qui reçoit le coup, si moi je tape de toutes mes forces sur quelqu'un, est-ce que je vais lui faire moins mal que toi si tu tapes peut-être moins fort ? Pas parce que tu es championne, je parle juste comme ça, hein, voilà, mais parce que tu vas savoir le donner. Oui. En fait, la différence d'un débutant et d'un confirmé, c'est que nous, la charge du coup, on va pas la laisser revenir, ce qu'on appelle l'onde de choc. On va pas la laisser revenir sur nous. On va pas pousser la personne pour la frapper. On va la frapper et revenir vite. C'est une action extrêmement rapide, alors que la plupart des gens, ils poussent quand ils frappent. Et donc l'onde de choc revient sur eux. C'est pour ça souvent qu'on a des mains cassées. D'accord. Et quand tu vas taper, par exemple, quand tu vas décider de frapper quelqu'un, je décide pas. Je réagis en fonction de l'adversaire que j'ai en face de moi. Mais si tu as une fenêtre de tir qui s'ouvre, tu as une précision qui peut te permettre de viser la tempe, le menton, par exemple, l'œil, où tu tapes. Enfin, notre bras est assez précis. Oui, bien sûr. En fait, on réagit par rapport à une attaque, une contre-attaque, une anticipation. On anticipe. Ou on subit parfois. Donc, voilà, c'est la fatigue, c'est lié à la fatigue. On n'a pas vu, on n'a pas anticipé, et ça, c'est des grosses fautes. C'est pour ça que le travail en amont est très très important. Mais on a un mécanisme de travail qui devient un réflexe et qui fait que sur un coup sur lequel on réagit, on va le rendre, on va le donner à une surface bien précise. C'est inconsciemment choisi. D'accord. Parce que c'est devenu automatique. Est-ce que tu avais des points faibles ? Je pense qu'on en a tous des points faibles. Ton mollet, il me semble, à un moment ? Oui, ça a toujours été mes points faibles, en fait. J'ai eu 11 déchirures au mollet. Et je pense que ça, c'est très clairement lié. Moi, je suis très spirituelle, je suis bouddhiste pratiquante. Et je pense que c'est très clairement lié à la vie que l'on a. Et moi, j'ai eu 11 déchirures au mollet, j'ai un ischio qui est tombé. C'est votre corps qui vous dit là, je peux pas, quoi. Je peux pas avancer. Je peux pas te suivre. Donc, stop, j'ai besoin de repos. Allez, on va parler de ton palmarès. Donc, on l'a dit tout à l'heure, 123 combats, 6 défaites. Je voudrais revenir sur les blessures. Vas-y. Si je peux me permettre. Tu peux te permettre. Une notion qui est très très importante, c'est que beaucoup d'athlètes font leur carrière blessés, mais c'est aussi une forme de motivation, de détermination qui les accompagne dans
dans la cicatrisation, la réparation de ses blessures, c'est un combat constant. Et en fait, on relâche jamais la pression pour être toujours, entre guillemets, à peu près prêt pour le prochain combat, pour le prochain match, pour la prochaine course, pour la prochaine épreuve. Ce sont des épiphénomènes qui font que psychologiquement, ça nous maintient toujours dans le combat. Être sportif de haut niveau, c'est un combat permanent avec la performance et soi-même. Mais justement, une défaite, c'est une double défaite. C'est-à-dire que tu perds le combat, c'est la double peine. Être battu, oui, parce qu'on a quand même... c'est un combat de guerriers, c'est un combat de sportifs qui se sont préparés pendant de nombreuses semaines. Et c'est en fait le meilleur qui gagne au moment, à l'instant T. Il peut y avoir une revanche et ça peut être l'autre qui gagne. C'est quand le niveau est à peu près ce que je veux dire, c'est que tomber ou se faire mettre KO, c'est un orgueil qui prend un coup. Oui, c'est une double peine. C'est pour ça que je te disais qu'on appelle ça le noblard. C'est l'ego et la fierté qui prennent un coup parce qu'on est seul sur la scène et regardé par tellement de gens qui espèrent que l'on gagne. Que cette défaite, on la prend à double titre. C'est que on a toutes ces personnes qui espéraient voir notre victoire arriver et on suscite du rêve, on suscite de l'espoir, on suscite de la motivation et une défaite, c'est difficile à gérer à double titre au niveau personnel et je vous parlais d'ego et de fierté, c'est justement là que ça rentre en jeu. Quand tu es en combat comme ça, que tu as 7000 ou 10 000 personnes présents, même, on ne parle même pas de la télé. On parle pas de la télé. Voilà. Tu les entends, ces gens-là ? Oui, bien sûr. Ça fait partie intégrante de la motivation. Mais quand... pas tout le temps, mais on les entend, oui. Tu entends, quand tu es dans le combat, tu entends quand même les gens. Oui. Autrement dit, non, c'est pas quand même, c'est qu'on les entend. Autrement dit, si tu vas sur un terrain qui n'est pas conquis dans un autre pays dans lequel la championne, c'est plutôt la championne du pays, on l'entend aussi. Et moralement, c'est compliqué, non ? Oui. Oui. Faut faire. T'es pas chez toi. Oui, on n'est pas chez nous, non. Et c'est le problème de l'intégrité aussi de la boxe. C'est souvent ça, c'est que vous allez en terrain conquis déjà. Ouais. Sur un combat classique. On le voit, et je t'ai vu toi hier par exemple, je regardais encore un combat, tu as ce long podium où tu marches, où tu vas faire un peu de shadow, ce qu'on appelle le shadow, c'est-à-dire un peu des coups dans le vide pour montrer, etc. T'es hyper concentré, ça fait partie du show. Alors la concentration non, mais le shadow, tout ça, ça fait partie du show. Oui, en fait, tout simplement, c'est parce qu'on est chaud et qu'on ne veut pas refroidir, donc on arrive sur le ring en bougeant, parce qu'on sait que dans 5 minutes, on va démarrer le combat. Donc, on est c'est joindre l'utile à l'agréable, quoi, en fait. Hein. On avance sur l'estrade et on bouge pour ne pas refroidir. C'est pour ça que souvent, quand on rentre sur le ring, après l'arrivée, on continue de bouger. Quand tu arrives pour un combat, tu viens combien de temps à l'avance et 2h30 en général. 2h30, 3h maximum. Il y a une période physique et il y a une période psychologique aussi ou de relaxation. C'est ensemble, ça va ensemble. Il y a la période, en fait, on s'installe, on prend ses marques, souvent on dit bonjour un peu à tout le monde. À mon niveau, il y a les interviews avant le combat avec la télé. La mise en place du programme, la visite médicale, la pesée, mettre les gants, la pesée c'est la veille en général. En plus c'est se retrouver avec sa team et puis commencer à se recentrer et à se concentrer. Tu peux rester une demi-heure allongée à réfléchir ? À rien faire. Ouais. Oui. Ça fait partie du truc aussi. Oui, ça m'est déjà arrivé, mais pas une demi-heure. Ouais. Et ce show-là, justement, cette pesée, ce face-to-face, en fait, tu vois, où vous allez vous regarder à 2 centimètres, ça fait partie du truc ? Oui, complètement. Ouais. Là, complètement, on sait de prendre l'air méchant ou... Ouais, il y a beaucoup de shows chez les garçons surtout, maintenant même chez les filles, ça y est, ça commence à arriver.
Moi, j'ai toujours été très respectueuse de mes adversaires parce que je connais le travail qu'il y a derrière. Et j'ai pas pris le parti de faire des entrées fracassantes ou d'insulter mes adversaires, ce qui se fait beaucoup aux États-Unis, ou de faire peur, ou parce que je sais trop bien ce que c'est de s'entraîner tellement d'heures, de souffrir sur le ring avec les mises de gants. J'ai trop le respect du sport, et c'est peut-être un tort, et de l'adversaire et du sportif pour jouer et avoir créer un personnage. En arrivant sur le ring, tu te forces à... Alors, je sais pas si tu as envie de sourire, hein, mais tu te forces... Ça le fait pas si tu souris? Non, on est tellement dans notre bulle, on est tellement concentré, c'est pas de la méchanceté du tout, hein. On est tellement concentré dans notre bulle qu'on n'a absolument pas envie de sourire. Oui, mais au même titre qu'un joueur de tennis arrive sur Roland Garros, quoi. En fait, ça dure 5 minutes parce qu'après, le sourire est retrouvé, quoi. Mais c'est un moyen de pression très bref. La pesée, le face-to-face, c'est un moyen de pression sur l'adversaire qu'on a pour dire je suis prête, j'espère que tu l'es, parce que voilà, ça va être dur pour toi. C'est un message qu'on fait passer avec l'attitude et les yeux. T'as peur en montant Jamais. T'as jamais eu peur? Non. C'est pas que je refuse d'avoir peur, c'est que en fait j'ai passé tellement d'épreuves dans ma vie que la peur n'évite pas le danger, et que j'ai la pression, et j'essaye d'avoir une bonne pression et d'ajouter à ça la concentration, et ça marche plutôt bien. Mais un coup peut être fatal, en fait. Oui, bien sûr, un coup peut être fatal, mais on l'accepte. Ça fait partie de notre carrière, ça fait partie du jeu. On en a bien conscience tout au long de notre parcours sportif. On est OK avec ça, et c'est le risque qu'on a pris en signant. Et les gens avec qui, les filles avec qui tu combats, en général, vous avez, même s'il y a ce show un peu d'être méchant, tu as toujours de bonnes relations? Ah oui, moi de manière générale. Pour te dire, l'adversaire avec qui j'ai eu le plus de difficultés, c'est avec Anne-Sophie Matisse. Et pendant notre carrière, parce que je sais pas, elle a dû écouter trop de têtes brûlées, trop de personnes lui raconter des conneries, et je te disais il y a 2 secondes que j'étais très respectueuse de mes adversaires, et que voilà, c'était pas, moi il y avait le ring et après il y avait la vie, quoi. Et je suis en contact avec Belinda Laracuente, avec mes adversaires américaines, on s'envoie des messages régulièrement. Je vais peut-être aller aux États-Unis pour retrouver une de mes anciennes adversaires, pour organiser des camps d'entraînement avec elle. Voilà, pas toutes, mais il y en a certaines avec lesquelles je suis toujours en contact, oui. Et Anne-Sophie Matisse, on s'est rapprochés toutes les deux. Vous êtes rencontrés 2 fois, hein? Ouais, 2 fois, ouais. Vous deviez vous faire une 3e fois, ça s'est pas fait? Ça s'est pas fait, et puis il y a aussi, moi j'ai eu des problèmes de santé qui ont fait que c'était pas forcément une bonne idée. Déjà, j'avais perdu maman 1 an avant ce combat, et je pense que je l'ai payé. J'ai eu le retour de mon deuil, de ce décès au moment du combat. Je saurais pas l'expliquer, mais quand en refaisant le combat, psychologiquement, je me suis rendu compte que c'était pas Anne-Sophie que je frappais, que c'était autre chose. Donc j'ai manqué de lucidité. Parce qu'Anne-Sophie, dans tes 6 défaites, c'est 2 défaites. Oui. Et le 2e combat, je venais de déclarer l'asthme émotionnel, où j'étais complètement diminuée, et comme il y avait beaucoup d'engagement sur ce combat, on a fait les 10 rounds pour les faire, en fait, très clairement. Et j'étais pas au meilleur de mon niveau, là. Donc la première fois, tu es battue par Anne-Sophie Matisse. La 2e fois, tu la rencontres pour une revanche. De toute façon, ça s'appelle une revanche. Oui. Tu t'es mangé des tonnes et des tonnes de vidéos, de trucs. Tu connais parfaitement la personne? Non, pas forcément. Mais Anne-Sophie Matisse, oui, mon entraîneur a beaucoup. Tu arrives à voir une faille dans les vidéos, où elle peut innover le jour même sur le ring? Non, elle travaille aussi sur mes vidéos. Elle travaille aussi bien sur sûr. les combats qu'elle a vu de moi. Hein. Donc voilà, c'est l'adversaire choisit la méthode de travail, et le meilleur, c'est que l'entraîneur et l'athlète regardent les vidéos ensemble, partagent sur leur ressenti, et mettent un plan de travail en place pour
arriver le plus près, enfin au plus près de la vérité possible le jour J, quoi. C'est-à-dire qu'on a du mal après tu as une tactique, tu as une façon de boxer, tu as du mal à la changer au dernier moment. Si tu as une faille, tu as une faille. Non, mais on a quand même 2 mois et demi pour se préparer. Donc oui, effectivement, on a des automatismes, mais on a 2 mois et demi pour se préparer. On peut pas changer un style de boxe. Ça, c'est très compliqué. Mais on peut le faire évoluer. Et c'est justement de l'intelligence pure que de dire, on va essayer de mettre en place telle et telle combinaison pour répondre au mieux à l'adversaire que tu vas avoir prochainement. Justement, encore une fois, pour Anne-Sophie Mathis, le deuxième match que j'ai vu, tu as perdu au point. Oui. Il y a combien d'arbitres, 3 ou 4 Il y en a 3. 3. Vous aviez des différences, ils ont des différences de 5 points, par exemple, entre 2 notations. Ça a survolté d'ailleurs le présentateur sur Canal, je crois, il me semble. Comment c'est possible ? Un crochet, ça compte tant de points, un uppercut, ça compte tant de points. Non, ça compte un point. C'est que juste. Il en compte pas ? Non, il y avait en fait la revanche. On s'attendait quand même à une guerre beaucoup plus âpre que le premier combat, alors que c'était déjà une guerre le premier combat. L'arbitre n'aurait jamais dû arrêter le combat. Ça, c'est une certitude. Mais bon, il y avait des désirs de revanche. C'est là que, voilà, politiquement, le sport a ses déviances, a ses faiblesses. C'est que quand la politique entre en jeu dans un environnement sportif, il n'y a plus autant de sérénité et de clarté. Donc là, on avait un souci et une volonté dans le premier combat d'avoir une revanche, et pour que les choses soient encore plus excitantes, il fallait que peut-être que moi je perde. Alors que le combat, je vous dis très honnêtement, en tant que championne et sportive, le combat, il aurait jamais dû être arrêté le premier. Et le deuxième, il est complètement justifié, parce que voilà, j'ai été dans un état de santé complètement amoindri et que j'ai quand même voulu faire ce combat. Et après, j'ai mis 2 ans pour me relever. Quand tu revois le combat après, tu te dis, j'ai fait des conneries, ou t'as donné le maximum? Non, sur le moment, j'ai donné le maximum. Sur le moment, psychologiquement, j'ai donné le maximum, mais avec le recul, la réflexion, la pensée, je me dis que j'étais pas moi-même, j'étais pas à 100% présente sur le moment présent, sur le ring. Et c'est là que je me suis dit, voilà, il y a eu un souci, quoi. Et tu avais ton entraîneur Lavallee avec toi. Il y a eu un souci parce que j'avais des consignes et que je les ai pas forcément toutes appliquées, et que à un moment j'aurais peut-être dû davantage travailler en défense, et que je répondais coup pour coup, alors que j'aurais pu davantage bouger, récupérer et puis repartir. Et c'était ce que j'ai fait quand l'arbitre va pour arrêter, c'était choisi. C'était voulu. Parce que, pourquoi ? Parce que Anne-Sophie Mathis était extrêmement fatiguée, épuisée, et que je l'ai laissé, moi je l'ai laissé un peu frapper, et en plus quand elle frappe, elle me touche pas quasiment, et l'arbitre arrête le combat en fait, et non, et c'était à ce moment-là où moi j'allais partir pour faire mon travail, et l'arbitre a stoppé. J'étais debout en plus. C'est pas que j'étais pas debout, c'est que j'étais debout, quoi. Il y avait pas, j'avais pas les mains en bas. Au contraire, j'avais les mains en haut. C'est pas comme si j'étais avec les mains en bas, affalée. T'aurais dû gagner tous les coups. Non, c'est pas que je ne sais pas si j'aurais gagné, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que le combat n'aurait jamais dû être arrêté. Tu vas bosser 2 mois et demi pour ça. Donc, tu vois des vidéos, tu as une stratégie avec ton entraîneur qui te dit il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Bon, tu commences tes premières, c'est des rounds de 2 minutes, je crois. Hein. Oui. Voilà. Tu commences ton premier round, voilà, 10 de 2. Ton premier, ton deuxième, etc. Ensuite, tu as d'autres trucs qui arrivent, et ton entraîneur, j'imagine, à chaque pause, à chaque truc, il te redonne des conseils. Oui. Tu arrives à les appliquer
ou il y a quelque chose Non. d'au-dessus qui... Alors oui, de manière générale, oui, j'arrive à les appliquer. Quand tu domines, c'est Non, facile. non, Oui. même quand je suis un petit peu en difficulté, j'arrive à les appliquer. Mais la particularité, pour en revenir à ce combat de Anne-Sophie, si c'est dans celui, voilà, celui-là dont tu veux parler, c'est que j'étais pas je boxais ce soir-là Anne-Sophie Matisse, mais j'étais pas là. J'étais pas sur elle, j'étais sur autre chose. Et c'est pas concentré. Après, j'étais pas suffisamment là. C'est après que je me suis rendu compte, en y repensant, en y réfléchissant, que je me suis rendu compte que je combattais autre chose que Anne-Sophie Matisse. Ce qui fait que certainement, j'ai dû prendre des coups. J'ai pris des coups. Justement, quand on voit des combats, par exemple, de façon plus générale, quand on voit des combats et tu vois à un moment les personnes, enfin les boxeurs ou les boxeuses, se protéger, mettre les bras, etc. Prendre des coups sur les bras, ça fait mal. Enfin, ça fait mal bien sûr, mais ça fait moins mal que sur le. C'est une méthode de protection, un bouclier. Ah oui, c'est fatigant. En fait, comme on a la pointe très serrée, on a les muscles très développés de l'avant-bras et prendre des coups dans l'avant-bras, des coups de gants dans l'avant-bras, fait beaucoup moins mal. C'est pas fatigant. Si, bien sûr. Aussi. Bien sûr que c'est fatigant. C'est une contraction musculaire très forte à chaque coup. C'est fatigant. Vous prenez quand même le poids, une partie du poids de votre adversaire sur vous. Et quand tu prends, quand tu reçois, on le voit dans des stratégies, par exemple de boxeurs, à un moment ils vont se prendre plusieurs coups. On a presque l'impression qu'ils vont se reposer en prenant des coups pour après d'un coup déclencher. C'est exactement ce que j'ai fait avec Anne-Sophie Matisse, qui a pas été respectée. C'est exactement ça. C'est-à-dire tu vas... Elle était extrêmement fatiguée, j'ai laissé finir son enchaînement et je me suis dit, à ce moment-là, j'ai dit, maintenant c'est à moi. Et l'arbitre a arrêté. D'accord. Alors, je ne peux pas dire que j'étais toute fraîche, bien évidemment, et on ne l'était pas toutes les deux. Je peux vous assurer qu'on a eu du mal, je pense, à se remettre de ce combat, toutes les deux. Mais un combat extraordinaire. Voilà, très clairement... c'est pas de la mauvaise foi du tout, c'est que voilà, on est professionnel, on sait ce qu'on fait, même quand on est durement touché. Après, je n'enlève rien le mérite de la victoire d'Anne-Sophie Matisse, parce que ça a été décidé comme ça. On va pas refaire le monde, on va pas refaire l'histoire. Elle est ainsi, voilà. Juste entre deux rounds, pardon. Quand 7 minutes où vous allez vous recharger en fait. Il se passe quoi donc tu as les conseils de l'entraîneur, j'imagine. Oui, l'hydratation. Alors justement l'hydratation, moi je bois beaucoup moi. Parce que la plupart du temps je vois une gorgée même pas. Ouais, non, moi je bois beaucoup. D'accord. Je bois beaucoup parce que justement c'est ce qui permet de bien transpirer, de faire fonctionner la machine, c'est très important. Mais après chacun fonctionne comme il veut. Sûr. Voilà, il y a des filles, elles boivent pas parce qu'elles vont vomir. Ou des mecs. Moi, je bois énormément. Et quand tu vois que tu commences à saigner ou quoi, j'ai vu qu'on mettait des sortes de plaques métalliques pour. Qu'est-ce que vous avez comme outil dans les glaçons, qui sont extrêmement froides, et on les met sur les bleus pour les faire sortir et les faire dégonfler. D'accord. Et tu pourrais prendre des pommades ou choses comme ça immédiates avec des effets immédiats que nous on n'a pas accès par exemple. Vous avez des méthodes particulières ? Non, on n'a le droit à rien du tout. D'accord. De l'eau, de la vaseline et la plaque. Parce qu'on parlait d'adrénaline, j'ai entendu de l'adrénaline. Ouais, mais ça c'est de la triche. D'accord. Ça c'est de la triche. Mais après beaucoup le font. D'ailleurs c'est bête, mais de l'interdire. Mais c'est un moyen supplémentaire pour refermer les plaies et augmenter le risque de lésion. Donc ça, c'est voilà pourquoi en fait on interdit toutes ces substances médicales. C'est que quand on est blessé de manière naturelle, le médecin il peut davantage voir ce qui se passe et accorder la suite du combat ou pas. Et si on prend des crèmes ou de l'adrénaline ou des choses qui arrêtent les blessures, parce que il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on voit pas aussi. Ça s'appelle les lésions.
Ah oui. Voilà, il y a ce qui est ouvert, bien évidemment, la face, et ce qui est à l'intérieur. Vous avez peut-être une fracture de l'os des sinus, vous avez peut-être une fracture, quoi qu'il en soit. Si le médecin ne voit pas la réalité de la blessure, qu'elle est masquée par de l'adrénaline, une crème, une pommade ou autre chose qui a eu un effet, lui, il va dire bah oui, ok, vous pouvez continuer. Alors qu'après, on peut retrouver un boxeur 30 minutes après le combat mort dans le vestiaire parce que il a continué. D'ailleurs, alors à part des cas comme on le sait, comme Mohamed Ali et Parkinson, etc., ça fait moins de bruit. Alors Mohamed Ali, il faut savoir que d'après tout ce que j'ai lu sur lui, et j'ai lu beaucoup de choses, il a eu la maladie de Parkinson très jeune. Il avait 30 ans. Rien à voir avec... dans la trentaine, début de la trentaine. Et il l'a caché pendant un long moment. Il a même fait à peu près 5 états, je crois, si mes sources sont bonnes, pour demander une licence parce que les médecins ne voulaient pas la lui accorder. Et je crois qu'il a boxé encore 10 ans, à peu près un peu moins de 10 ans avec ça. Donc c'était déclaré, mais c'était pas encore, c'était pas catastrophique en fait. Et c'est sur la fin où c'est devenu dangereux. Et certes, ça n'a pas facilité de toute façon, c'est pas un sport. l'avancée de la maladie. Enfin, ça n'a pas empêché de prendre des coups dans la tête, c'est pas bon, quoi. Non, c'est pas bon. Ouais. Mais il y a plus dangereux. Il y a plus dangereux. Rapport accident, boxe et autres sports, tu verras qu'en boxe, il y a moins de morts qu'en cyclisme, que dans d'autres, en foot, que dans d'autres sports. C'est un sport où il n'y a pas beaucoup de véritables blessés ou de décès. J'ai encore 2 questions, après on va passer au palmarès. C'est une idée reçue de dire que le fait qu'on soit au centre du ring, c'est dominé ? Non, c'est pas une idée reçue, c'est généralement ça. Après, vous avez des styles de boxeurs qui boxent en contre-attaque, qui boxent en reculant, et c'est juste magnifique à regarder. Mais en général, oui, c'est qu'il y a quand même une forme de domination. Évidemment, gagner, le plaisir de gagner, tu le préfères au point ou au KO ? Je dirais que le KO, c'est la cerise sur le gâteau, c'est vraiment une forme primaire de domination. Donc, mais c'est pas évident. Ça vient naturellement. C'est pas quelque chose qu'il faut calculer. Ou sinon, on travaille pas bien. On fait pas un beau combat. Moi, je crois que j'ai une dizaine de KO sur mon palmarès. J'aime boxer et j'aime dominer. C'est clair, ça veut dire que on fait un très bon travail. J'aime surtout voir en fait le produit de mon travail sur le ring. C'est de me dire voilà, toutes ces heures d'entraînement, toutes ces semaines, tous ces mois, toutes ces années d'entraînement pour arriver à ce résultat. Après voilà, il y a cette jubilation de la victoire, et ensuite on revient au côté humain, et moi j'ai beaucoup de respect pour mes adversaires, et je suis encore en contact avec elles. J'ai jamais eu de côté négatif de pensée négative sur mes adversaires. Il y a peut-être 1 ou 2 fois, mais parce qu'elles ont eu des attitudes de mauvaises attitudes, quoi. Et tu peux comprendre que de l'extérieur, on se dit un sport sur lequel on va se faire si mal, comment on peut prendre du plaisir ? Mais c'est se prouver à soi-même, hein, avant tout. Hein. On se prouve à soi-même qu'on est résistant à la douleur, résistant à la douleur de la vie, de la boxe. On boxe pour être plus fort dans la vie. Hein. C'est très clair. Allez, on va parler de ton palmarès. Donc, 123 combats, 6 défaites. En amateur, en pro. Depuis seulement 2003, les femmes sont autorisées à boxer en pro. Pourquoi si tard ? Ça, c'est à la fédération qu'il faut poser la question. Très honnêtement, c'est un peu tout le truc des sports. Hein. Je pense que c'est toujours une affaire d'homme à la base. Ouais, avant tout, je pense que c'est une volonté de développement du sport
parce qu'on doit survivre. La fédération doit survivre, elle doit augmenter son nombre de licenciés. Et très honnêtement, quand vous faites le tour pendant un certain temps et que vous évoluez pas, à qui on ouvre les vannes ? Enfin, on ouvre les vannes, on ouvre les portes à qui ? Aux femmes. C'est arrivé en dernier lieu, quoi. Et je comprends pas qu'on les ait pas ouvertes avant, tout simplement. Mais est-ce que société très patriarcale, dans la continuité de l'évolution de notre histoire, quoi. Mais est-ce que tu comprends qu'à la base, on peut imaginer, je sais pas pourquoi d'ailleurs, on a l'impression que le sport c'est une affaire d'hommes. Le foot par exemple, il n'y a aucune commune mesure entre une finale de Coupe du Monde d'hommes et de femmes. Pas parce que, je parlais au niveau des spectateurs, c'est bizarre quand même. La Formule 1, il n'y a pas de femmes, c'est bizarre. Mais si, bien sûr, il y a des femmes en Formule 1, mais trop peu encore pour être pourquoi ce déficit reconnu. C'est notre histoire, tout simplement. C'est l'histoire de la France, c'est l'histoire du monde, c'est l'histoire de l'humanité qui veut, entre guillemets, les rôles ont été décidés à l'arrivée, à la naissance, entre guillemets, de dire la femme, elle s'occupe des enfants, du foyer, et l'homme va travailler. C'est une question de culture, d'histoire, je pense que d'une certaine manière aussi, on n'a pas laissé le choix. Il y a eu 2 guerres mondiales au XXe siècle. Tu me diras, on a eu le droit de vote il n'y a pas si longtemps. Enfin, on a eu le droit de vote, mais je pense qu'on avait d'autres combats à mener. Elles avaient d'autres combats à mener avant d'aller chercher la reconnaissance en sport. Donc, tu as été la première championne du monde femme. Quelque part, ça va peut-être être très égoïste ce que je vais dire, mais j'en veux aussi. On peut pas changer l'histoire, mais j'en veux à la femme d'être restée asservie comme ça aussi longtemps et de pas avoir plus tôt pris le taureau par les cornes pour gagner en indépendance, gagner en reconnaissance, gagner. Mais encore une fois, on peut pas refaire l'histoire. C'est voilà, les générations, elles se suivent, elles se succèdent et elles ne se ressemblent pas du tout. Il y a 50 ans, 60 ans, 70 ans, la femme aimait être à la maison. Aujourd'hui, non, elle aime plus. De manière générale, elle aimait être à la maison. Aujourd'hui, non, elle veut avoir une carrière, avoir des enfants, avoir une carrière, faire le maximum de choses possibles. Tu peux me rappeler ton palmarès, donc 12. Je suis 12 fois championne du monde de boxe anglaise, boxe française. En quelle année ? Oula, non, très honnêtement, à partir de 2000, ça a commencé et c'est allé très vite puisque je boxais en anglais, je boxais en BF jusqu'en 2001, jusque fin 2001. J'ai fait championne du monde boxe française, championne de France boxe anglaise. Et après je me suis spécialisée en anglaise. Il y a eu les championnats d'Europe, il y a eu la Coupe d'Europe, j'ai été première française dans pas mal de championnats. Première française championne amateur, première championne du monde amateur. Aussi, voilà, première française championne d'Europe en anglaise, en BF. Je suis dans le Guinness des records d'ailleurs. Après il y en a eu d'autres qui se sont jointes à moi. T'as boxé à Las Vegas ? Non. Comment ça se fait ? Parce je suis allée, mais j'ai pas boxé. Les championnats du monde se passent où en fait ? Quand je suis passée professionnelle, moi je me tâtais en 2003-2004 à passer professionnelle et je me disais que je voulais absolument faire ma carrière aux États-Unis parce que y a beaucoup plus de possibilités et j'avais envie de boxer à l'américaine aussi. C'était ça. Et je suis pas partie pour ma famille parce que je m'occupais j'avais une petite sœur qui avait 15 ans de moins que moi. Une maman malade, donc j'ai fait le choix de rester en France. Je regrette rien, hein, mon entraîneur m'a appris un jour en me disant tu sais, il vaut mieux être roi chez soi que prince chez les autres. Eh oui. Pourquoi les championnats du monde, enfin il s'est passé où en fait dans tous les pays, j'imagine. Alors moi je suis devenue championne du monde à Antalya en Turquie en anglaise. Je suis devenue championne du monde à Toulouse en BF. Je suis devenue championne d'Europe à Mâcon. Je crois que c'est Mâcon, ou une petite ville à côté. En anglaise, amateur bien évidemment, et championne du monde à Paris, à Bercy.
Mais j'ai boxé aux États-Unis, oui, j'ai boxé au Nouveau-Mexique. Parce que, par exemple, tu as été champion. Alors, c'est encore un truc spécial aussi que j'ai relevé. Tu as 4 fédérations. Oui, majeures. Pourquoi qu'il y en a 4 4 fédérations. Ce sont des la plus connue, c'est très clairement, ce sont des organismes privés qui font de la politique de développement très lourde. La plus connue, c'est la WBA importante. de toute façon. La plus connue, la plus ancienne, c'est la WBA. Après, il y a la WBC, il y a l'IBF, il y a la WBO. Et d'autres qui se sont ajoutés. Ce qui signifie que tu peux être championne du monde en WBA et pas en WBO, par exemple. Oui, moi, je suis championne du monde WBA, IBF, WBF, c'est une fédération exclusivement féminine. C'est drôle. Il y a beaucoup de sports comme ça ou il y a plusieurs fédérations? Non, c'est les seuls sports. C'est le seul sport avec le pied-point aussi où il y a plusieurs fédérations. Ça a toujours été depuis les années. C'est de la politique. 80. C'est de la politique. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais en fait, les fédérations sont aussi là pour pouvoir faire boxer un maximum d'athlètes. Parce que si vous avez qu'une fédération, ça va très très vite. Tandis que là, vous pouvez faire boxer un maximum d'athlètes dans chaque pays, dans toutes les parties du monde. Et ensuite, ces athlètes peuvent se retrouver dans des fédérations différentes. Et le must, c'est de récupérer toutes les ceintures, toutes les grandes ceintures. Ça fait du show, ça crée du show, du spectacle. On a dit jusqu'à présent, quand tu perds, tu as 2 défaites. Tu as la défaite du titre et celle de l'orgueil, finalement, à peu de choses près. Là, tu as quand même, quand tu vas remettre ton titre en jeu, tu as un 3e enjeu quand même. C'est important quand même de se dire à un moment, je peux sortir de là et perdre mon titre. Ah oui. Quand on est champion du monde. Ce qui s'est passé avec Enzo Fimatis. Ouais. Et je l'ai récupéré avec Anne-Marie Sakurato, pas dans la même fédération, mais avec Anne-Marie Sakurato 1 an ou 2 ans après. D'accord. C'était ma première organisation. Ça gagne des sous? Oui, disons que... Enfin, tu vois où je veux en venir, par rapport aux autres sports. Quoi. Non, mais disons que pour l'époque, j'ai pas trop à me plaindre. Je pense que j'aurais pu mieux gagner. Mais je pense à ce moment-là, c'était déjà pas mal. J'ai pu vivre de mon sport très tôt, même en amateur. J'ai pu vivre de mon sport. J'ai eu une ville à l'époque avec Robert Villani qui m'a soutenu grandement. Je suis rentrée dans le cadre des emplois athlètes sportifs de haut niveau à la ville de Marseille. Et pendant presque 15 ans, ils m'ont soutenu parce que j'ai amené toute ma carrière à Marseille. En fait, je leur ai donné tous mes titres avec grande fierté. Et c'est pour ça que je suis très appréciée à Marseille. Et ensuite, j'ai pu... Je te dis ça parce que quand tu vois... Il y a un super reportage d'ailleurs sur Netflix qui est sur Conor McGregor, champion de MMA. Oui. Tu vois, à un moment, c'est quelqu'un de vraiment d'hyper modeste. Et à un moment, quand il commence à gagner... Il est vraiment riche, quoi. Oui, il est vraiment riche, mais il y a une chose qu'on ne peut pas lui enlever, c'est l'importance de la famille, l'importance du cercle familial et amical qui est hyper présent. On le sent même avec toute sa gloire et sa carrière, parce que lui maintenant il voyage en jet, il est en Rolls-Royce, il est à la tête de plus de 100 millions d'euros et encore, il s'enrichit tous les jours. Mais c'est quelqu'un qui est là aujourd'hui et qui a la reconnaissance des personnes. Mais quand je te dis ça gagne des sous, est-ce que, non, c'est pas la même planète. Voilà. Moi, c'est comme le rugby, le foot, ou c'est Non, pas du tout. C'est encore moins que ça, quoi. Pas du tout, oui, c'est encore moins de ça. Oui. Et quand tu commences à... Donc, tu avais ton entraîneur à l'époque. Quand tu commences à taper dans le championnat du monde, donc à un niveau... Tu as plusieurs personnes autour de toi? Tu peux avoir un coach? Absolument pas. Tu n'as qu'une personne, quoi. J'ai un coach. J'ai jamais eu d'agent. J'ai essayé, de travailler avec des gens, mais la boxe à l'époque ça rapportait pas, et moi j'allais pas donner d'argent
donner l'argent que je gagnais, le peu d'argent que je gagnais, à des gens qui les gens voulaient être payés avant de travailler. Donc c'est pas possible. Moi, tous les contrats de sponsoring que j'ai eu, je les ai négociés moi. J'ai tout fait de A à Z dans ma carrière. C'est quasiment moi qui l'ai fait avec mes soutiens amicaux et familiaux. Et si tu avais été un homme, ça aurait été complètement différent. Oui. Ouais, voilà. Oui, bien sûr. Si j'avais une bite, oui, ça aurait été complètement différent. Ouais. Très clairement, malheureusement. Mais bon, voilà, encore une fois, j'ai écrit mon histoire. J'ai écrit une partie de l'histoire du sport féminin, de la boxe au féminin. Et j'en suis très fière. J'aurais voulu bien évidemment faire mieux. Mon rêve, c'était de faire les Jeux Olympiques. Je suis pas née dans la bonne génération, 10 ans trop tôt. Et on va vivre avec, on va faire avec. Et j'apprends à être satisfaite de déjà ce que j'ai fait. Donc, par exemple, dans un combat ou après un combat, pas de kiné ou tu le payes? Ben non, bien sûr, le kiné en France, on a heureusement un pays extraordinaire où on a un système social. Non, alors, attention, que je t'explique, enfin que je vois. Ouais. Tu pars par exemple à Antalya. Oui. Tu pars avec ton entraîneur, mais tu pars pas avec ton kiné, tu pars pas avec ton coach. T'as que ton entraîneur. Non, on n'a pas de kiné à cette époque-là. En équipe de France, on n'a pas de kiné. D'accord. Maintenant, ils doivent en avoir un avec un médecin, etc. Mais à l'époque, non. Non. Là, l'équipe de France était en pleine construction et pour continuer à avoir des financements, soutien de la fédération, il fallait avoir un certain nombre de médailles. Toutes les médailles que j'ai gagnées en équipe de France, elles ont été gagnées, mais c'est dans des conditions déplorables. Déplorables. Les gens n'étaient pas formés, pas véritablement formés à cette époque-là. Au niveau des conseillers techniques, des entraîneurs, c'était une catastrophe. On a géré le stress des entraîneurs. Moi, j'ai géré le stress d'un entraîneur sur une compétition. J'ai dit, mais moi, vous pouvez pas me faire chier. Je suis là pour gagner. Je suis là pour faire mon job. Je suis là pour ramener sur 10 tournois internationaux. J'ai fait 10 médailles d'or. Voilà. Après, je faisais ma propre politique, quoi, parce que j'avais besoin de sérénité pour aller chercher la médaille. Et là, au début, je l'avais pas. Très clairement, faut ramener tant de médailles, et on nous mettait pas dans les meilleures conditions pour y arriver, hein, très clairement. Tu as quoi? T'as des sponsors qui paye tout ce qui est en équipe de France, c'est la Fédé. Ouais. Et moi, j'avais mes sponsors. J'avais mes petits sponsors à l'époque aussi, en plus. Je coûtais très cher à la Fédé puisque je ramenais des médailles sans arrêt, c'était des médailles d'or. Donc il y avait une ligne où il y avait marqué médaille d'or tant, médaille d'argent tant, médaille de bronze tant. Et un jour, ils ont dû me faire un gros chèque et je crois que ça les a un petit peu gavés. Et alors que l'argent, il est là et il est donné par les fédérations pour justement nous. Mais ça les embêtait. Et ensuite, après, quand j'ai commencé quand je suis passé pro, c'est moi qui négocie mes cachets avec Michel Acariès. L'entraînement, il y a une relation particulière avec l'entraîneur. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de sports où c'est comme ça. C'est vraiment un duo, un couple. Non. Les sports d'équipe, effectivement, la relation, elle n'est pas comme nous, on l'a avec notre entraîneur, mais dans les sports individuels, elle est très souvent similaire. Oui, mais j'ai eu l'impression qu'il était c'était la costard en fait. Quand vous gagnez, je sais pas comment t'expliquer. Quand tu vois un Djokovic gagner, par exemple, son entraîneur, il est là, mais il n'est pas aussi présent. Il n'est pas aussi présent que dans la boxe. C'est le règlement du tennis qui fait qu'il n'est pas aussi présent. C'est que l'entraîneur, il doit absolument pas être à côté de son athlète. Et ça, pour moi, c'est une très grosse erreur. Il est en haut avec la famille dans les gradins. Ouais. C'est bizarre. Pour moi, c'est ridicule. Alors que le champion de F1, il est connecté par radio en permanence. À sa team, complètement. C'est drôle, quoi. Il est connecté à sa team pour la machine, pour lui, pour tout. Pour tout, et il retourne au stand très régulièrement pour changer les roues, pour checker. Je crois que c'est l'un des seuls sports où, sauf erreur de ma part, je crois que c'est l'un des seuls sports où l'entraîneur n'a pas le droit d'être avec son athlète, quoi. Ouais, parce que même au foot, l'entraîneur, il est sur le bord. Il gueule, on l'entend, comme un taré.
Alors qu'au tennis, on n'a pas le droit de gueuler. Certes, on gueule pas. Sauf que l'athlète, il regarde là, il doit non, mais comme c'est presque connaître la langue des signes pour comprendre son entraîneur. Enfin, c'est quand même. Alors 2009-2011, tu fais. Alors moi, j'appelle ça un break, mais tu me dis non. C'est un moment où tu fais de la politique et tu fais Koh-Lanta surtout. Non, je fais pas un break du tout. Je me remets en condition. Je suis malade. Voilà, j'ai perdu ma maman. J'ai tenu ma famille à bout de bras pendant 1 an, où j'ai remis ma sœur à l'école. J'ai récupéré ma petite sœur, elle avait 15 ans. J'avais des frères et sœurs qui étaient complètement paumés, donc il a fallu tenir tout ça. Et 1 an après, je me suis retrouvée face au mur avec la défaite de Matisse, 6 mois après l'asthme émotionnel qui se déclenche, enfin les événements de la vie, quoi. J'étais une machine de guerre et je devenais quelqu'un sous assistance respiratoire quasiment. Avec tu t'es dit je suis fini. Non, pas du tout. Je me suis pas dit que j'étais finie. C'est un combat de plus à mener et que j'étais un peu, ça m'a un peu dépité. J'ai pris du temps pour me remettre, pour profiter un petit peu de la vie, profiter un peu de mes amis, de l'essentiel aussi, de ma famille, parce que voilà, ma famille avait besoin de moi à ce moment-là. J'avais peut-être aussi besoin d'être auprès d'eux. Et j'avais envie de redémarrer avec une notion différente. Donc, j'ai redémarré en disant je vais organiser mes propres événements. Donc, je suis revenue au devant de la scène avec l'organisation d'un championnat du monde complètement organisé par mon équipe et moi-même. Avant de parler de ça, Koh-Lanta, on vient te chercher ou... Oui, on vient me chercher, bien sûr. Comme tous les sportifs. Comment c'est passé très bien, au niveau personnel et aventurier, aventure très bien. D'ailleurs, c'est marrant que tu me poses la question parce que je suis en train de les regarder. Il y a mon ami qui voulait absolument qu'on les revoie ensemble, donc on les regarde. C'est dur ? C'est dur, mais c'est super intéressant. C'est super intéressant intrinsèquement, spirituellement. Pourquoi, pour la survie, Ouais, pour la survie, repousser ses limites, ne pas manger, mal dormir. Maigrir, faire un effort, être dans l'effort alors qu'on est diminué, et puis ça vous remet les pendules à l'heure aussi. C'est-à-dire quand 3 semaines sans téléphone, c'est juste extraordinaire. Et puis quand tu dors dans un lit Je normal, crois que c'est une période de ma vie, c'est une des plus belles périodes de ma vie. Ah oui. Ah oui, très clairement, se lever au bord dans un paysage féerique tous les matins, avec les requins, les tortues, les poissons. Qui se baladent au bord de l'eau, manger ce que vous avez sous la main, c'est à l'essentiel, quoi. C'est juste, je repars demain s'il faut. Et mais d'ailleurs, c'est aussi une de mes envies, non seulement de de faire des sommets, mais de faire des stages de survie. C'est bien ça. Et ça t'a fait changer ? Non, ou alors on oublie vite quand tu redors dans un lit. Ça m'a absolument pas fait changer. Ça m'a au contraire conforté dans ma simplicité, dans mon naturel, dans se suffire de ce qu'on a dans la vie et d'apprécier le moment présent, d'être heureux de rien, d'être content, d'avoir un toit sur sa tête, de manger à sa faim tous les jours, d'avoir des vêtements propres, vraiment l'essentiel, quoi. C'est se dire tant qu'on a la santé, on a le plus beau trésor du monde. Retour 2009, je t'écoute. Retour 2009, où je décide de faire un retour en grande pompe, puisque j'organise mon premier événement à ce moment-là, à Marseille. La région me suit, la ville de Marseille me suit. C'est juste la consécration et la concrétisation d'un lien fort entre eux et moi toutes ces années. J'étais au niveau politique, j'étais ravie, puisque j'avais en fait jamais rien demandé, moi, et toujours donné et vanté les mérites de ma ville, parce que vraiment je dis que je suis marseillaise de cœur. C'est là que je me suis posée. Et donc on organise avec mon meilleur ami, ma meilleure amie et une trentaine de bénévoles un championnat du monde à la Salle Vallier à Marseille. Superbe événement. Les gens répondent présents.
Et victoire à la clé. Ce qui découlera ensuite que Eurosport vient me chercher et me dit Myriam, on a envie de tenter l'aventure avec toi. Donc on a commencé à organiser les événements en direct ensemble. Et donc tu remontes sur le ring après ? Oui, je remonte sur le ring donc avec Anne-Marie Sakurato, championne du monde IBF, je crois. Hein. Ensuite, deuxième combat à Aix-en-Provence. Tu reprends facile, hein ? Tu reprends facile. Non, je reprends pas facile. C'était quand même les points d'asthme. Traversée du désert. J'ai été oui. devenue asthmatique. Je suis à vie. Maintenant, asthmatique, je me suis énormément entraînée, récupéré ma respiration avec la natation, mon préparateur physique, où on a beaucoup bossé pour réouvrir la capacité pulmonaire, s'entraîner dans de bonnes conditions. J'ai travaillé psychologiquement, j'ai démarré une thérapie, ça, je suis toujours en cours d'ailleurs. Et malheureusement, le médecin m'a annoncé que ça guérirait jamais et qu'il faudra faire avec. Mais je peux aujourd'hui tout à fait faire du sport dans très bonnes conditions, à très bon niveau, avec ce soutien, le soutien de la ventoline, quoi. La suite. Combien tu enchaînes de combats directs de cette période-là, à peu en près 2 ans, j'en enchaîne 4. Donc je prends Anne-Marie Sakurato, une italienne à Aix-en-Provence, ensuite Chevel-Albac à Toulon. Donc gros événement aussi. Malgré les intempéries, on a eu quasiment une salle pleine. Ça, c'était juste extraordinaire. Et on a fait record d'audience avec Eurosport. Record d'audience qui correspondait à un match des deux. Pour eux, c'était juste extraordinaire, quoi. Donc on voulait continuer, on voulait évoluer. Il y a eu un changement de politique. La chaîne a été rachetée par un groupe américain et ça a tout faussé et tout s'est arrêté. Là, donc, tu boxes toujours ? Alors, je m'entraîne pour moi, mais j'ai arrêté la compétition. Ça fait 6 ans maintenant. Quand tu vois tes combats, tes victoires, ton parcours qui est incroyable, ça te rend nostalgique ? Tu aurais une baguette magique, tu retournerais ? Ah oui, et je ferais les choses complètement différemment. Ah, en plus ? Très clairement, ouais. Pourquoi ? Très clairement. Pas forcément avec pas avec le même entraîneur, mais différemment. Déjà, à la base, en tant qu'amateur, je passe professionnel, je prends un préparateur physique, ça c'est clair. Et prendre un restaurant en pleine activité, parce que moi je suis hyper active, je fais toujours 3000 trucs en même temps. Je faisais, parce que là je me suis posée. Quand on attend un bébé, c'est un peu différent. Donc voilà. C'est pour quand ? C'est pour mai 2021. C'est cool. Voilà. Ouais, c'est un des plus beaux cadeaux de la vie. Ah oui. Enfin, en tout cas pour moi. Pour beaucoup de gens. Ouais. C'est une aventure humaine extraordinaire pour moi que je vis. Tous les jours je me lève. Les 3 premiers mois, ça a été très particulier parce que j'ai oublié que j'étais enceinte en fait. Donc toujours à 2000 à l'heure et dire non mais attends, oublie pas. T'es enceinte, donc j'ai mis 2 ans. Justement, d'ailleurs, parce que tu en parles, c'est un sport difficilement conciliable d'être enceinte avec la boxe, c'est impossible. Non, vous avez la championne olympique. Oui, mais il faut que tu mettes ta carrière en stand-by. Ah tout à fait, oui. Après, vous pouvez continuer à vous entraîner jusqu'à 8 mois, mais c'est pas la même dépense physique, complètement. Moi, je suis enceinte, au bout de... parce que c'est quand même de l'anglaise. Là, je suis enceinte de 4 mois, une semaine, je suis 4 mois et demi, je bouge plus de la même manière, quoi. Que ce soit le footing, que ce soit la boxe, que ce soit la nage, la natation, on bouge pas de la même manière. Et votre corps, il évolue de manière inconditionnelle, quoi. Faut juste bien l'accueillir. Quand tu regardes tu me dis je ferai pas les mêmes choix, etc. T'es nostalgique, mais tu en as qui tombent par exemple dans des sportifs ou même des artistes
quand ils partent à la retraite, quand ils sont à la retraite, ils sont un peu, ils peuvent tomber dans la drogue, dans la dépression. Non, mais moi, j'ai pas gagné des millions et des millions. C'est pour ça que j'ai la tête sur les épaules. Le peu d'argent que j'ai gagné, je l'ai investi. J'ai acheté, j'ai un patrimoine immobilier. J'ai même pas de voiture, pour te dire. J'ai tellement j'ai une famille qui a besoin de moi. Moi, j'ai une petite sœur pendant des années qui avait besoin de moi. Maintenant, j'ai une petite nièce qui est l'amour de ma vie. Oui, mais je parle pas de façon pécuniaire, mais même de façon. Non, mais pour en revenir à artistes, footeux, etc., ces gens qui gagnent des millions à un moment donné de leur vie et qui ont du mal à gérer cette notoriété ou la descente aux enfers quand tout s'arrête. Moi, j'ai eu ma période de gloire qui était inespérée quelque part d'une certaine manière. Là-bas, vous appelez ça la petite mort d'ailleurs. Oui, on appelle ça non, mais dans n'importe quel sport, on appelle ça la petite mort. Moi, je l'ai vécu. J'ai fait une petite dépression de 6 mois, mais comme je suis en thérapie depuis non, mais longtemps, tu pourrais. On a une amie commune qui est Céline, qui fait des photographes, qui est photographe de mannequins. Ouais. On peut comprendre qu'une mannequin qui commence à arriver à un certain âge, elle a moins de contrats et elle se voit vieillir ça dépend, c'est la manière dont vous gérez votre carrière. Vous pouvez rester mannequin. Moi, je connais des mannequins, je les vois depuis 30 ans. Ils vieillissent bien, ils sont toujours sous contrat, en évoluant, ils ont les cheveux gris, ils sont magnifiques. Des mecs, des nanas, c'est beaucoup plus difficile, mais on peut y arriver si c'est le métier qu'on choisit, si c'est la voie qu'on choisit. La vie est un combat, on peut pas. Après, t'as des gens, des exceptions. Le Banner, il est pas jeune, hein. Non, le Banner, il est toujours en carrière. Il a quoi, continue de boxer. Il a 47 ans. Ouais, 47 mais ans. ça, après, voilà, ça va être. Lui, il va enchaîner, je pense, sur l'entraînement et le management. Ouais. C'est une star à Tokyo. C'est une star au Japon. Donc voilà, je pense qu'il y a un programme qui est fait déjà. Moi, donc pour en revenir à la petite mort, oui, je l'ai vécu. Et après, maintenant, enfin, très honnêtement, maintenant, je suis très heureuse de la vie que j'ai. Je suis très contente de pas toujours être sollicitée par les médias, par les journaux, et de toujours être à droite, à gauche, d'avoir ma petite vie tranquille où je peux faire mes projets. Ça me va bien. Déjà, j'ai réalisé mon rêve. Donc, et j'en ai d'autres. Je perds pas de temps à la douleur qu'on peut ressentir. Je la laisse passer. Elle est là, elle me parcourt, et puis après elle s'en va et je passe à autre chose. Et cette époque, les autographes te reconnaissent, c'était sympa ? Ça fait partie du jeu. C'est tout le monde ne le joue pas. Forcément agréable, mais ça fait partie du jeu. C'était sympa ? On est à ce niveau-là pour exister dans le regard de l'autre. Hein. Donc ça, c'est à partir du moment où on est en accord avec ça, on respecte ses fans, on respecte la popularité. Elle est là. Moi, j'ai toujours eu notion et conscience du fait que ça venait et que ça allait repartir. C'est peut-être pour ça que j'ai moins morflé que certains. Myriam, pour terminer, on va passer après aux questions perso. Je te disais, j'ai fait de la boxe et j'avais... on en a parlé juste un peu en off. Je voudrais qu'on parle de cette causalité entre la vie et la boxe. Je te dis ça parce que à un moment, moi j'ai ressenti, j'étais bien plus jeune, que la boxe te permet de voir les coups venir. Et justement, et d'ailleurs tu déclares à un moment, je l'ai lu, les coups de la boxe font moins mal que les coups de la vie. Oui. Parle-moi de cette causalité entre la boxe et la vie. Le message que l'on fait passer à tous ces gens qui nous regardent en fait tout au long de notre carrière, c'est d'insuffler le courage, l'espoir, la détermination. Et pourquoi alors qu'on nous voit se taper dessus, avoir des blessures, c'est parce qu'on n'a pas baissé les bras, on a combattu. Et on est allé chercher la victoire. Et même dans la défaite, il y a une grande forme de respect. C'est qu'on a combattu. On n'a pas baissé les bras. Et je pense que les gens, inconsciemment, quand ils sont admiratifs de boxeurs, quel qu'il soit, pied-point, anglaise ou pas, c'est d'un combattant, c'est justement aller chercher le courage, la notion de courage que eux n'ont pas et qu'ils souhaiteraient acquérir. Et je pense que ça insuffle...
cette énergie-là pour les gens qui sont admiratifs des combattants et qui voudraient avoir ce courage de pouvoir se battre dans la vie de tous les jours avec leurs objectifs ou la maladie ou les problèmes et donner cette énergie pour moi c'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas tout au long de ma carrière et que j'ai envie de le partager avec les gens, c'est de leur insuffler cette notion d'abnégation où il faut pas baisser les bras et se battre jusqu'à la dernière seconde. Mais si tu veux, enfin moi j'adore regarder les reportages de sport, hein. C'est vrai que c'est assez commun à la boxe et même dans les films. Alors, je sais pas si tu les apprécies. Moi, je les apprécie, les Rocky et tout ça. Tu vois, à un moment. Ah non, mais c'est extraordinaire, les Rocky. Voilà, mais en plus, l'histoire est authentique. Ouais. L'histoire du mec, elle est authentique, quoi. C'est tiré d'une histoire vraie. C'est un gars qui écrit un scénario qui a pas de thune, qui raconte sa vie. Rocky, il ne pouvait être qu'aimé parce que tellement de gens se sont reconnus dans ces films. Oui, mais c'est vraiment la souffrance, la résilience, le combat avant le vrai combat. C'est vraiment, il y a quelque chose, il y a cette phase-là. Et à un moment, quand il gagne pas toujours dans tous les films d'ailleurs, mais quand il gagne, on a presque envie de pleurer parce qu'on a vécu avec lui. Et encore, on est dedans. On est dedans, quoi. Oui, il y a cette projection qu'on a avec lui ou du mec qui a rien, qui fait avec rien et qui à un moment donné se retrouve sur le devant de la scène avec une victoire et plein d'argent et qui garde les pieds sur terre, qui qui fait pas n'importe quoi. Tellement de gens se retrouvent en lui, se sont retrouvés en lui. C'est pour ça que ce film, il a eu un succès planétaire. Puis Creed, c'était la suite. C'est bien aussi. Voilà, dans notre génération, enfin dans une nouvelle génération, c'était la suite. Le boxeur qui devient entraîneur, qui essaye de guider un jeune qui est pas, qui est un peu perdu. Ils ont inséré dedans les notions de la vie, hein, c'est-à-dire le cancer et tout ça. Bien sûr. Allez, on va passer aux questions perso. Tu as plus ou moins répondu, mais est-ce que tu pensais avoir la carrière que tu as eue ? Ah non, je pensais... hier soir, en me couchant, j'espérais que tu me poses cette question. Ah ben, ça me flatte. Ouais. Merci. Et non, je pensais avoir mieux. Je pensais faire mieux. Alors, il y a deux choses que je me dis et que je regrette. Ouais. C'est de ne pas être né dans la bonne génération parce que mon objectif principal, c'était quand même d'être championne olympique. Et je suis née une génération trop tôt. Et les défaites que j'ai eues, je les ai eues par rapport à la vie et pas forcément mon niveau. Donc j'aurais voulu faire mieux. Mais ça, c'est la compétitrice, je pense, qui parle. Pourquoi le championnat olympique, c'est mieux que le championnat du monde, pardon. C'est le champion olympique, il y en a un seul. Tu me disais tout à l'heure, champion du monde, en amateur, on parle d'amateur, donc il y a un seul champion du monde amateur. Donc être championne du monde amateur, je l'ai été. Et il y a un seul champion olympique, et c'est le Graal. Voilà, c'est une compétition hors norme, planétaire, et c'est un moment, je pense, qu'on a envie de vivre une fois dans sa carrière, quoi. C'est... Quand tu montais sur le ring ou avant, t'as des gris-gris ? Alors oui, j'avais des gris-gris et ça va te paraître, tu vas trouver ça marrant. Ah ouais, vas-y. Tout au long de ma carrière, j'ai trouvé des petits chaussons de bébé, des petites choses, mais qui se rapportaient à l'enfant. Et en fait, je les ai toujours gardés à l'intérieur de mon sac d'entraînement. J'ai toujours eu un chausson, un petit gris-gris d'enfant, un petit jouet d'enfant à l'intérieur de mon sac. Chaque fois que je marchais et que je trouvais un petit truc comme ça, hop, je le mettais dans mon sac et je le quittais plus. Il y a des choses qui sont restées des années dans mon sac de sport. Et t'as jamais fait un combat en oubliant ? Non, si je l'oubliais, c'était pas très grave, mais non, j'avais pas de à proprement parler, j'avais pas de gris-gris, mais par contre, quand j'arrivais dans le vestiaire, j'avais besoin d'installer mes affaires vraiment clean, propre, avec les chaussures, la tenue, et que tout soit en ordre entre guillemets pour que, c'était un petit peu un rituel.
J'ai lu que tu étais passionné de dessin et de piano. Je suis passionnée d'art et oui, j'ai eu un piano. On m'a offert un piano pour mes 33 ans. Et en fait, j'ai arrêté, j'ai repris. C'était très, très, très dur de concilier le sport de haut niveau avec d'autres passions. Et maintenant, je les ai reprises. Jazz ou jazz classique ? Non, classique, pour l'instant classique. Donc, j'ai repris les cours de piano vraiment. Je fais tout là, je fais le solfège, la lecture de notes, l'apprentissage instinctif du jeu. J'ai repris le dessin. J'ai pas encore pris la peinture parce que il y a eu le Covid. Mais l'année dernière, il y a 2 ans, j'ai décidé de vraiment de commencer à vivre avec mes passions. Tu dessines sur feuille ou iPad ? Non, je dessine sur feuille. D'accord. Ouais. Alors pour moi là, je suis pas encore là. Et moi, j'ai repris le dessin avec l'iPad justement, avec le stylet. C'est super. Franchement, il y a des sensations qui sont très proches et surtout, tu gommes hyper rapidement, quoi. Ouais. On t'a jamais proposé de tourner dans un film ou Non, jamais. J'ai l'idée d'écrire une biographie romancée de mon histoire, encore une fois pour faire passer des messages très forts. Pour insuffler de l'énergie et de l'espoir aux gens qui en ont besoin. Mais j'ai pas du tout envie que ce soit une biographie pure. Vraiment, je voudrais que ce soit un roman. Raconter une histoire, mon histoire, via un roman. Je crois que c'est ma plus grande fierté, c'est ce qui arrive, c'est le petit miracle qui est encore dans mon ventre. Et professionnel ? Professionnel, je pense que ça reste à faire encore. Je pense que si j'arrive à ouvrir ma franchise Tapas en France, ce sera une grande réussite professionnelle. Et qu'est-ce que tu as raté ? Qu'est-ce que j'ai raté ? Je dirais pas qu'est-ce que j'ai raté, je dirais qu'est-ce que j'ai perdu du temps avec peut-être des gens avec qui j'aurais pas dû en perdre. Qu'est-ce qui t'énerve ? L'injustice. Le fait de pas être écouté, le fait de pas être entendu. Mais ce qui m'énerve, c'est vraiment l'injustice. Ton talent principal ? Je pense que c'est la détermination. Et le fait de rêver, de continuer à rêver et d'essayer de concrétiser le rêve. Alors, quel est le bouquin sur ta table de chevet ? Actuellement, c'est Krishnamurti, Le sens du bonheur. Film ou série ? Les deux. Les dernières séries, par exemple ? Les dernières séries, une que j'ai adorée, c'est sur Orthodoxe. La dernière série que j'ai adorée, c'est Orthodoxe. C'est un film et c'est Le jeu de la dame aussi. Ah oui. J'ai regardé Le jeu de la dame. Orthodoxe sur des juifs. C'est dans les années 50 où la femme, elle avait quasiment pas, et c'est pour ça que ça m'a certainement saisi, la femme, elle avait quasiment pas sa place dans les échecs. Et en fait, elle est ultra douée. Le jeu de la dame, un truc comme ça. Ouais, le jeu de la dame. Ouais. Et orthodoxe, c'est pas sur des juifs. Non, orthodoxe, c'est sur des juifs, c'est sur la communauté conservatrice juive à New York. Et en fait, c'est une mini-série, c'est 2 mini-séries qui sont juste, qui font référence à des choses intrinsèques très fortes, quoi. Alors, je te pose des questions, les 3 dernières questions. Alors, qui pourrait être le prochain invité de mon podcast que tu pourrais me présenter ? Alban Michel, aventurier. Ah oui. Explorateur. Il est à Marseille ? Il est à Tignes. D'accord. Tu le connais bien ? Tu peux me faire l'intro ? Ouais, bien sûr. Quelle est la phrase ou la citation qui pourrait résumer ton parcours ? La phrase ou la citation qui pourrait résumer mon parcours, je crois qu'on peut dire on ne naît pas champion, on apprend à l'être. Pas dîner, acquis. Pas dîner, acquis. Quoi ? Ça veut dire ça quoi ? Fait japonais. Ouais. Le talent n'est pas inné, on l'acquiert en fait. Je pense que le talent sans le travail n'est rien. C'est d'ailleurs quelque chose, c'est une discussion que j'avais avec un dessinateur, on parlait de dessin tout à l'heure, et je lui parlais de don. Et je lui dis, mais c'est pas possible, vous avez un don de dessiner comme ça. Et il me répond, mais vous me vexez, parce que c'est 27 ans de travail.
Et alors peut-être qu'il avait un petit terrain, mais c'est énormément de travail. Bien sûr, bien sûr. En fait, on peut déceler un talent, mais derrière, si on veut le rendre productif et visible, il faut travailler. Ouais, c'est pour ça que j'appelle ça. Moi, j'appelle ça le terrain. C'est qu'à un moment, il y a le terrain nu, et si tu veux le rendre fertile, il faut travailler. Il faut le travailler. Je te pose la dernière question du podcast, qui est une tradition. Ce podcast s'appelle La Combinaison, parce que je cherche à comprendre la combinaison d'éléments qui a amené la personne que j'ai en face de moi, là où elle est arrivée. Quelle est la combinaison pour devenir Myriam Lamarre ? Je te donne des exemples, après tu pourras en avoir d'autres. Du travail, du talent, des opportunités saisies, de la chance, de la résilience, de la persévérance, par exemple, ou un autre ingrédient. De l'abnégation, complètement de l'abnégation. C'est... Que ça ? Oui, parce que je pense que tu as bien résumé déjà avec des mots simples et vrais. C'est rester motivé malgré les difficultés, rester déterminé malgré les difficultés, et à ne pas s'éloigner de sa route, de son chemin, malgré les difficultés. Moi, j'ai trouvé ma voie, j'avais 4 ans, j'ai eu cette chance. Et j'aimerais tellement pouvoir le partager avec d'autres enfants, avec d'autres personnes, à dire, on peut se trouver très tôt. C'est pour ça que j'insiste avec ma nièce, d'ailleurs, qui est comme ma fille. On a 36 ans d'écart. Je lui dis, mon petit cœur, plus tôt tu sauras ce que tu as envie de faire dans la vie, et plus facile sera la suite. D'ailleurs, quand tu vois dans des clubs, par exemple en boxe, tu vois des jeunes, est-ce que tu arrives à savoir en 5 minutes si ils vont devenir quelque chose ou pas ? Même pas dans les salles de sport. Je peux juste te dire que des fois, je vois des jeunes dans la rue avec des gabarits hors normes, et je me dis, ça, c'est un gâchis total. C'est un gâchis monumental. Des mecs qui font 2 mètres, ils ont 16-17 ans. Des gars qui ont des gabarits extraordinaires, et c'est dommage. Alors notre ministre des Sports a créé un organisme pour faire de la détection, de ce que j'ai compris dernièrement. Il faut que la France, je pense, progresse avec la valorisation du sport dans notre pays, et de son statut, et qu'elle envisage très clairement de mettre en place des systèmes de détection, parce que il n'y a pas que l'économie et la politique qui fonctionnent comme vocation en France, quoi. Myriam, je te remercie, c'était super. J'espère que tu as passé un bon moment. Merci à toi, Frédéric. À bientôt. À très bientôt. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Comme promis, voici le code de réduction pour commander sur papéo.fr. C'est la combinaison, tout en majuscule. Je vous offre 10% de remise sur votre première commande. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton s'abonner dans votre application mobile ou sur votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités. C'est vraiment beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le moi avec des étoiles. 5 de préférence sur Apple Podcast, anciennement iTunes. Et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Et puis si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave, parlez-en autour de vous. Partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur lacombinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay. N'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre. Je vous dis à bientôt.